Coucou tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va faire une petite vidéo analyse. Ça fait longtemps que j'en ai pas fait et ça m'avait manqué. J'ai mon petit carnet avec tout écrit à l'intérieur et ça m'a fait vraiment beaucoup de bien d'écrire à nouveau une analyse au lieu de faire des vidéos un peu plus simples comme mes derniers coups de cœur, mes futures lectures, mes livres qui m'ont déçu. Ça me plaît beaucoup de faire ce genre de vidéos, mais ça me plaît encore plus de faire des vidéos analyses où on analyse certains comportements dans les livres, certains types de scénarios, certaines tropes qui sont soit problématiques, soit sont à revoir, soit sont à analyser plus profondément selon moi. Et dans cette vidéo avec un titre super putaclic, on va parler des romances et est-ce que c'est un message toxique que les romances nous transmettent. Alors attention, j'adore les romances, je suis moi-même une grande lectrice de romances et le titre est clairement fait pour vous attirer et attirer votre œil. Mais je ne pense absolument pas que toutes les romances sont à mettre dans le même panier et c'est justement ce qu'on va analyser aujourd'hui et un des points est particulièrement sur le fait que toutes les romances ne sont pas à mettre dans le même panier. Donc cette vidéo sera divisée en 4 parties. La première sera les attentes irréalistes que les romances nous transmettent. En deuxième partie, on va parler des personnages super stéréotypés et genrés que les romances nous donnent. En troisième point, qui est un point très intéressant que j'ai rarement vu parler, c'est le fait que les femmes sont toujours des femmes inexpérimentées au niveau sexuel et en quoi, selon moi, c'est un point qui est problématique. Et en dernier point, je vais vous montrer en quoi lire de la romance, ce n'est pas un comportement toxique et à quel point ça peut être bien si on lit des bonnes romances ou si on est au courant que les romances sont faites pour s'évader et que c'est pas des comportements forcément à suivre dans la réalité. Donc on va passer tout de suite sans plus attendre à la première partie, les attentes absolument irréalistes. Donc on va parler par exemple du fait qu'il y a très peu de conflits ou de désaccords sains dans les romances. Dans un couple, évidemment, il y a toujours des désaccords, des conflits, parfois des disputes, ça arrive, il y a des disputes qui sont faites pour arriver. Tant que c'est réglé d'une manière saine et que la communication est non violente, pour moi, il n'y a absolument aucun problème à ça. Sauf que c'est très peu montré dans les romances. Évidemment qu'on veut nous faire rêver, mais quand on est une jeune fille ou un jeune homme et qu'on lit des romances pour la première fois, on peut se faire une idée de ce qu'est le couple à travers les romances qu'on voit, que ce soit à la télé ou dans les livres. Moi, je vais m'intéresser évidemment plus à la partie livresque, mais ça peut tout à fait s'appliquer aux romances télévisées, aux romances dans le cinéma, etc., etc. Par exemple, dans Belladonna, on a vraiment un exemple de la romance où il n'y a aucun conflit entre l'ange de la mort et Signa. Pendant les 3 livres que j'ai lus, il n'y a aucun conflit entre eux. Tout se passe plutôt bien. Et quand il y a une sorte de petite tension, c'est directement assoupli par le fait qu'un des deux personnages se calme, alors que dans la vraie vie, c'est pas forcément comme ça. Parfois, ça peut monter dans les tours et parfois s'envenimer un petit peu. Attention, le point que j'essaie de montrer, c'est pas qu'il faut se battre dans son couple, faut pas avoir des disputes tous les 4 matins. Pour chaque chose qui arrive. Mais dans des romances où parfois il y a des vrais enjeux, comme la résolution d'un meurtre, ou parfois même des enjeux de tromperie ou de choses comme ça peut être intéressant de voir comment se passent des conflits, qu'est-ce qu'un vrai couple et pourquoi les conflits sont parfois nécessaires à la résolution d'un problème. Mais c'est pas une question de violence, de mettre des poings dans les murs, de forcément hausser le ton. Parfois ça peut juste être assertif. Et dans ces romances, on a très peu d'assertivité, c'est souvent très calme, très doux, beaucoup de passif-agressif sous couvert de taquinerie. Et ce n'est jamais vraiment de résolution de conflit. Les conflits se résolvent souvent comme par magie. Un des personnages découvre la vérité par un tiers et le conflit se résout comme ça. Sauf que dans la vraie vie, ça se passe très peu comme ça. Et je trouve que ça donne des attentes vraiment pas folles pour les lecteurs et les lectrices. Ensuite, dans un seul et même point, on va mettre le non-respect des limites et l'acceptation de comportements toxiques. Par exemple, dans la romance Tout ce que nous n'avons jamais été et tout ce que nous serons un jour, il y a des comportements clairement toxiques et c'est pas les seules romances où ça arrive. Il y a de la tromperie qui est pardonnée comme si c'était rien parce que c'était pour montrer que je t'aime, tu comprends? Non, ça on ne veut pas. Ça c'est un big no-no. Donc ça pour moi c'est aussi problématique et le fait que les personnages ne mettent que très rarement de limites explicites. Dans un couple, on met des limites explicitement, c'est moi je n'aime pas ça, moi j'aime ci, moi je n'accepte pas ce type de comportement parce que, moi j'aime bien ce type de comportement parce que, moi mon langage d'amour c'est ça. Ça n'arrive jamais dans les romances alors que pour moi c'est un élément absolument central du couple. Alors attention,
Évidemment, il y a autant de couples qu'il y a de personnes, donc chaque couple est différent. Mais pour moi, il y a quand même des piliers qui font qu'un couple est sain. Par exemple, même si j'ai beaucoup aimé Un automne pour tout pardonner, le fait qu'elle sorte avec son ancien bourreau, ça me pose quand même problème. Parce que dans la vraie vie, ça n'arrivera jamais. Et heureusement, j'espère que personne ne sort avec son ancien harceleur, parce que ce qu'elle a vécu dans le roman est absolument terrible. Et elle lui pardonne parce qu'ils vivent une sorte d'aventure ensemble où il se passe mille et une choses et sans trop vous spoiler, à la fin, elle arrive à lui pardonner. Mais pour moi, c'est absolument impossible et je ne conseille pas forcément de tout pardonner. Tout n'est pas pardonnable, que ce soit la tromperie, le harcèlement, la violence que les gens ont subie, tout n'est pas nécessairement pardonnable. Et encore une fois, dans Tout ce que nous n'avons jamais été, à un moment, la protagoniste est plaquée au sol par Axel. Littéralement, elle est prise et elle est plaquée sur le sol et il l'oblige à subir un événement traumatisant pour elle, c'est-à-dire écouter une musique que ses parents écoutaient beaucoup et ses parents sont décédés dans le livre et donc elle doit revivre ce traumatisme de la mort de ses parents, etc. parce que selon lui, c'est comme ça qu'on guérit. Axel, tu n'es pas psychologue. Et heureusement que c'est pas comme ça qu'on traite les traumatismes. Parce que mon Dieu, c'est terrible. Évidemment, il y a la thérapie par la confrontation, mais ça se passe pas comme ça. Le psychologue ne vous plaque pas au sol lorsque vous essayez de vous enfuir et que vous faites face à votre phobie. C'est censé être consenti pour faire face à un traumatisme. Là, ça ne va faire qu'empirer les choses. Et le fait que Léa lui pardonne et accepte ça, pour moi c'est très grave et ça donne un très mauvais message de le fait de poser ses limites dans le couple et de dire ça pour moi je n'accepte pas, ça ce n'est pas acceptable, je ne veux pas ça. Ensuite, on a un point qui est beaucoup moins grave, mais c'est les tropes qui sont absolument impossibles dans la vraie vie. Je le mets parce que quand même il faut le notifier, mais nous vendre ou vendre à des jeunes lecteurs et des jeunes lectrices des tropes de fake dating, de enemies to lovers, ça n'existe pas dans la vraie vie. Alors attention si on est conscient que l'amour, ça ne sera jamais comme ça dans la vraie vie. Que l'amour, c'est pas du fake dating. Que l'amour, c'est pas du enemies to lovers. Que je ne vais pas tomber amoureuse de mon pire ennemi soudainement. Il n'y a aucun souci. Parce que moi-même, j'adore le trope du fake dating. J'adore ça. Notamment dans The Love Hypothesis, que j'ai adoré. Et c'est une de mes romances préférées, alors qu'il y a énormément de points que je cite dans cette sélection qui sont dans cette romance. Donc pour moi, c'est pas problématique du moment qu'on sait que c'est une romance. Mais pour les jeunes lecteurs et encore une fois les jeunes lectrices qui peuvent être un peu naïfs parce qu'on est jeune et que si j'avais lu ça à 11 ou 12 ans, je me serais dit ok, c'est trop bien l'amour, c'est trop fun. Parce que j'étais peut-être un peu naïve quand j'avais 11 ou 12 ans, parce que c'est normal, on découvre tout, on découvre la romance, on découvre l'amour pour la première fois. Et donc je trouve que c'est lire que ça ou lire que des livres avec des tropes, ça fait beaucoup en fait. C'est qu'il y a beaucoup de tropes dans les romances et que parfois la romance c'est juste on se découvre, on s'apprend, on expérimente et c'est pas enemies to lovers, friends to enemies to lovers. Parfois c'est pas des tropes, l'amour c'est pas des tropes. Et je trouve ça triste qu'on représente l'amour que par ça. Et enfin, on va partir sur mon dernier point que je trouve très important et qui me tient très à cœur. C'est le fait qu'il y ait énormément de smut dans ces romances et que ça montre une vision du couple et de l'amour qui, je trouve, est très triste. Si pour les auteurs et les autrices, l'amour c'est 30% du temps du sexe, pour moi c'est très triste. Parce qu'évidemment qu'il y a de la sensualité, de la sexualité dans le couple et que ça fait une partie entière quand on est attiré sexuellement par les autres humains. Je parle pas des couples asexués, attention, parce que là c'est encore une autre histoire qui serait très intéressante de creuser d'ailleurs dans les romances. Mais plutôt de à quel point le sexe est omniprésent à partir du moment où les personnages se mettent en couple. Évidemment que de temps en temps, c'est excellent de mettre des scènes de sexe, que ce soit pour le plaisir érotique de la lecture ou que ce soit pour le côté éducatif. Il y a les éditions L'Ardeur qui font des super livres éducatifs sur la sexualité tout en étant des romances et je trouve ça magnifique, c'est splendidement bien écrit. Mais par exemple, encore une fois, dans Tout ce que nous n'avons jamais été et Tout ce que nous serons un jour, on dirait que c'est juste mis là pour exciter le lecteur à fond, et de temps en temps c'est bien, mais avec parcimonie, parce que là on dirait que les couples ne tournent qu'autour de ça. Pareil dans The Love Hypothesis, Love on the Brain et Love Theoretically de Hayley Hazelwood, à partir du moment où les personnages se mettent en couple, il y a directement suivi une scène de sexe. Et je trouve ça très triste.
très problématique parce que c'est pas à partir du moment forcément où on se met en couple qu'on va commencer à avoir des relations sexuelles. Et peut-être que même ils n'en auront jamais et c'est ok, chacun a sa définition du couple, mais le fait qu'ils en aient beaucoup tout le temps, ça montre une vision du sexe aux jeunes lecteurs qui est en mode eh ben vous êtes en couple, et bien maintenant faut y aller parce que c'est ça qui vous définit. Pas du tout, et loin de là, il y a des moments de passion, il y a des moments de tendresse, il y a des moments de quality time qui est partagé en couple. C'est surtout ça pour moi l'amour. Le sexe c'est évidemment secondaire. Si mon partenaire devenait chaste du jour au lendemain, who cares? Il devient chaste, et ben je l'aimerais toujours autant. Et ça, c'est pas vraiment assez montré dans les romances selon moi. C'est une partie importante du couple pour certaines personnes, mais ça l'est pas pour tout le monde. Et le fait que dans énormément de romances, je mettrai des exemples tout autour de moi, à partir du moment où les personnages se mettent en couple, ils ont forcément énormément de relations sexuelles, toutes les 20 pages. Pour moi, c'est très triste. Maintenant, on va passer à la deuxième partie, c'est les stéréotypes et les personnages très genrés. Alors déjà, la majorité des romances sont hétérosexuelles. Il y a très peu de romances homosexuelles, avec des personnes bisexuelles, pansexuelles. On souffle, on est en 2026 et on doit encore creuser pour trouver des romances avec des personnages bisexuels, pansexuels, etc. Et c'est très triste. Il y en a de plus en plus, notamment dans la fantasy, et je trouve ça vraiment génial. Mais dans la new romance, il y en a vraiment peu. Je travaille en librairie et je vois très peu de romances avec des personnages queer, et notamment dans les romances de Noël. On a fait une table de Noël avec toutes les romances de Noël, et il y avait un roman sur, une vingtaine qui était avec des personnages queer. Ça fait 5%. Ça fait 5% des romans de new romance qui sont écrits avec des personnages queer. C'est dommage. C'est très dommage et c'est très problématique selon moi. Et maintenant, on va passer aux personnages stéréotypés. Les personnages sont toujours les mêmes. On change très peu de personnages. Les hommes vont être grands, aux cheveux sombres, grumpy, grognons, sombres, ténébreux. Ils vont être le cliché parfait de l'homme viril par excellence. Et je trouve ça très triste parce que tous les hommes ne sont pas grands, grognons, taciturnes. Les hommes peuvent être petits. Oui, faut faire des romances, je vous en supplie, avec des hommes petits. Parce que tous les hommes font toujours 2 têtes de plus que la personnage principale. On n'en peut plus. On n'en peut plus. Que ce soit Adam, que ce soit le protagoniste dans Pumpkin Spice Café, que ce soit Axel, que ce soit Levi, que ce soit Jack, les personnages sont toujours grands, taciturnes, maussades. On veut des hommes heureux. On veut des hommes qui montrent leurs émotions, s'il vous plaît. Je ne comprends pas cette fascination avec les hommes un peu grumpy, un peu grognons. Enfin, je comprends parce que c'est l'idée de la protagoniste le découvre à travers les pages, mais tous les hommes ne sont pas comme ça et ça donne vraiment une image des hommes qui rentrent dans les clichés du patriarcat de un homme ça ne montre pas ses émotions, un homme c'est silencieux, un homme c'est taciturne, un homme c'est maussade. Attention, j'aime beaucoup les grumpy X Sunshine, je reste just a girl, mais on veut voir autre chose, on veut voir des hommes qui sont pétillants, on veut voir des hommes qui ont plein d'énergie, on veut voir des hommes petits, on veut voir des hommes blonds, roux, chauves, on veut voir des hommes de toutes les tailles, de toutes les formes, parce que vraiment ça les enferme dans un carcan qui est très restricteur et qui peut créer vraiment des complexes. Tous les hommes dans ces romans sont musclés, tous les hommes dans cette romance ont une V-line. Wow, pour avoir une V-line, il faut vraiment être fit et pas tout le monde dans le monde va à la salle et pas tout le monde trouve les V-lines attirantes. Donc je pense qu'il faudrait un petit peu nuancer et un petit peu explorer d'autres types de personnages masculins. Et pour les femmes, on va avoir les clichés de Your Name. Si vous ne savez pas ce que c'est Your Name, c'était à l'époque dans les fanfictions. Pour mettre votre prénom à vous, pour qu'on puisse s'identifier, on mettait YN. Et donc ça voulait dire your name, vous mettiez votre prénom à la place de cet indicateur. Et comme ça, vous pouviez vous identifier au personnage. Sauf que le même est que les femmes étaient toujours les mêmes. C'était des formes là où il faut, la forme du corps en sablier. Elles étaient sveltes, elles avaient une petite poitrine, elles avaient les cheveux toujours en chignon, un petit peu défaits. Donc voilà, c'était ça un peu le cliché de Your Name. Et c'est devenu très drôle, mais c'est devenu un mème, sauf que les femmes sont toujours comme ça dans les romances. Toujours des femmes qui
vont parler un peu en passif-agressif, qui vont avoir un petit peu de caractère mais pas trop, qui vont être féminines mais pas trop, parce que Your Name, elle est pas comme les autres. Les protagonistes, elles sont différentes, elles sont pas comme les autres filles qui se maquillent. Elles se maquillent mais un tout petit peu pour pas plaire aux hommes, parce que plaire aux hommes, c'est être cancel. On n'a pas le droit de vouloir être désiré, et je trouve que ces messages sont graves. Ces messages sont problématiques. On a le droit d'aimer être désiré, on a le droit d'aimer plaire, on a le droit de ne pas avoir une petite poitrine, on a le droit d'avoir du ventre, on a le droit d'avoir pas de forme, on a le droit d'exister en fait. Et le fait d'avoir qu'un type de protagoniste, ça empêche le fait qu'on peut relate au personnage et qu'on peut se projeter dans le livre. Et pareil, encore une fois, ça nous met dans un carcan où on se sent extrêmement étriqué et ça nous crée des complexes quand tout le monde a une petite poitrine. Là, ça va être très personnel, ça va être super perso, mais quand je vois tous les personnages qui ont une petite poitrine, je me dis mais c'est quoi le problème avec les grosses poitrines? Je comprends pas que ce soit dans The Love Hypothesis, que ce soit dans Tout ce que nous n'avons jamais été, que ce soit dans Un hiver pour te résister, peu importe la romance, que ce soit dans Anatomy, A Love Story, toutes les protagonistes sont fines, elles ont des formes, mais pas trop. Parce qu'avoir trop de forme, c'est pas bien vu. Et je trouve ça problématique et ça rend un peu triste quand on ne correspond pas à ces carcans de beauté. Et pareil, on a très peu de personnages qui portent des vêtements très colorés. Alors que les couleurs, ça existe. C'est souvent, je mets un sweat gris et je sors dans la rue pour pas me faire remarquer. Les personnes ont le droit de porter des couleurs et s'il vous plaît, ça existe, les personnes qui mettent des couleurs, et on aimerait un peu plus de représentation, ça ferait du bien. Maintenant, on va passer à la troisième partie qui est les femmes sont souvent vierges et ou très peu expérimentées. Alors attention, c'est absolument pas grave d'être vierge ou peu expérimentée, ça on s'en contrefout. Mais c'est pas le message qu'essayent de faire passer ces romances. Ces romances essayent de faire passer le message que oh là là, les femmes découvrent le sexe avec leur premier vrai amour. Déjà, on n'a pas qu'un seul vrai amour, pas toujours, parfois on a plusieurs vrais amours. C'est pas parce que les ex sont nos ex que forcément c'était des personnes horribles, terribles. Parfois ça peut être des vrais amours qui nous ont marqués. Et parfois le sexe peut être très bien avec ces personnes, mais on est parti pour une autre raison que juste le sexe n'était pas bien. Par exemple, dans tous les romans de Hayley Hazelwood, soit les personnages ont très peu d'expérience, soit elles ont des expériences moyennes. Il n'y a pas de personnages avec des bonnes expériences et ça met directement l'homme en supériorité dans la dynamique de pouvoir parce qu'il se place indirectement en place de guide sur la sexualité de la jeune femme. Et encore une fois, cette idée est très problématique, c'est très paternaliste et c'est très condescendant. Les femmes n'ont pas à être guidées ou toujours tenues par la main. Parfois, les femmes sont expérimentées. Ça nous replace un petit peu cette idée de slut shaming, que si une femme est expérimentée, directement ça serait mal vu. Alors que je pense qu'on devrait avoir des personnages qui aiment le sexe. Comme dans d'autres livres qu'on va voir juste après, parce que ça montre des femmes libres, des femmes fortes, et c'est pas pour autant que dans ces livres, être vierge est vu comme quelque chose de négatif, parce que attention, c'est absolument pas le message que j'essaie de faire passer. Il n'y a absolument aucun problème à ne pas avoir d'expérience ou à avoir eu des expériences bof. Mais le fait de montrer que dans ces romances, quand vous trouvez le vrai amour, il peut vous montrer la vraie voie vers le bon sexe, déjà ça n'existe pas, et heureusement. Et le sexe, c'est expérimenter, c'est découvrir, et c'est à deux, c'est pas une seule personne qui va vous tenir par la main et vous montrer comment ça se passe. Et heureusement, parce que ça serait horrible, ça serait, je pense, vraiment terrible. Et je trouve que l'idée que dans ces scènes-là de smut, on nous montre toujours « T'inquiète baby girl, je vais te montrer comment ça se passe », c'est vraiment pas ouf, c'est vraiment pas top. Et en plus, souvent, quand les personnages découvrent que la personnage principale est vierge, ils sont choqués. Alors qu'en Big 2026, qu'on ait 18 ans, 16 ans, 24 ans, 25 ans, 35 ans, 40 ans, qu'on soit vierge ou non, ça devrait être le cadet des soucis de notre partenaire. Juste faire attention et avoir le consentement de son partenaire, ça devrait être la base. Être choqué que son partenaire soit vierge, désolé, mais c'est tellement réactionnaire et une pensée tellement vieille que ça me choque. Et en plus, dans beaucoup de scènes de smut, il y a la phrase « tu es à moi » ou « you're mine » en anglais. Désolée, mais ça va ?
Je suis une propriété, je suis un objet peut-être. Non, peut-être on va pas donner la news, mais peut-être que je suis une plante verte. Et je t'appartiens en fait. Non, ça va. Désolée, mais on n'est ni des objets, ni des choses à obtenir. C'est your mine. On peut aimer le fantasme de la propriété, de tu es à moi, c'est juste toi et moi. Mais dans beaucoup de ces romances, ils le vendent comme un acquis. C'est dans le sexe, il y a ça. Il y a tu es à moi, il y a cette idée de possession, de propriété, et je n'aime pas du tout ça. On veut des femmes libres et fortes, qui ont déjà eu des bonnes expériences, qui savent ce qu'est le sexe, qui sont entreprenantes, qui n'ont pas peur du désir. On veut de tout en fait, on veut de la représentation de toutes sortes. Le sexe, ça ne se découvre pas avec l'homme parfait ou la femme parfaite, ça se découvre à deux. Et chaque relation sexuelle sera différente en fonction de votre partenaire, parce que ça s'apprend et que c'est pas quelque chose d'inné ou d'acquis. Le sexe, c'est pas un trésor à trouver, mais c'est encore une fois quelque chose qui s'acquiert avec le temps, l'expérience, la découverte, le fait d'apprivoiser son partenaire et de savoir ce qu'il ou elle aime. Et enfin, on va conclure avec ces bonnes romances que je conseille aux plus jeunes, parce que attention, lire des romances, ce n'est absolument pas grave, j'adore les romances comme je disais, ça nous permet de rêver, de nous évader, de voir des belles choses, c'est magnifique les romances, c'est trop beau, c'est trop kiki, j'adore ça, mais c'est juste que quelques points me dérangent à force d'en lire et j'ai aimé vous en parler aujourd'hui. Déjà, je vous conseille toutes les romances de Clara Hérault. Elle écrit super bien sur des romances pas forcément hétérosexuelles et ça fait plaisir. Elle écrit des romances avec des conflits, avec des désaccords, avec des difficultés, des personnages qui aiment le sexe ou des personnages qui découvrent la sexualité. On a de tout, on a toutes les représentations et ça c'est vraiment magnifique. Ça fait plaisir au cœur et quand on lit ça on se sent bien, on a l'impression d'être à la maison. Ensuite, on a la duologie Better Than the Movies et Nothing Like the Movies qui montre une très bonne représentation de l'amour découvert à l'adolescence, du premier amour, de la communication, du manque de communication et de comment on règle les problèmes de couple et de ce qu'est le vrai couple. Et j'ai trouvé cette romance vraiment super et en plus il n'y a pas de smut donc on peut la lire vraiment à partir de 12-13 ans. Elle est vraiment trop mignonne. C'est vraiment très kiki, très doudou. Et vraiment, je la conseille à tous ceux qui veulent découvrir la romance par quelque chose de doux et de soft. Vraiment, cette duologie, elle est pour vous. Ensuite, on a une romantaisie, A Witch's Guide to Fake Dating a Demon. Celle-ci, je l'ai mise parce que malgré le fait que Ozros soit dark, taciturne, on a Marielle qui est une petite boule d'énergie, qui est souriante, qui pétille. Et c'est une femme de caractère et c'est une femme qui est comment dire, pas dominante, parce que dominante c'est un mot qui est, je trouve, très connoté, mais c'est une femme qui aime la sexualité, qui aime la sensualité, et elle n'en a pas honte. Et aussi c'est une femme avec beaucoup de formes, et ça c'est tellement peu représenté. C'est aussi représenté dans Un printemps pour te succomber, et j'avais adoré ce tome parce que vraiment j'avais relate. Et quand on peut relate à des personnages, c'est vraiment très agréable, ça manque beaucoup de représentation. Et Marielle, qui est une femme aux longs cheveux bruns, qui n'a pas un chignon tout défait, qui est différente en fait. C'est une personne avec des formes, c'est une personne qui est maladroite, mais c'est une personne qu'on aime beaucoup parce qu'elle a cette identité, cette unicité qui fait qu'on l'adore. C'est rien que pour Marielle, je relirai ce livre. Ensuite, on a La théorie des couleurs, qui est une romance avec deux personnages neuroatypiques. Une personne avec un TDAH et une personne avec le TSA. Et franchement, ça fait du bien. Ça fait du bien parce qu'on voit de la communication, on voit de la représentation et ça fait vraiment du bien. Le TDAH, c'est le trouble de l'attention avec ou sans hyperactivité et le TSA, c'est le trouble du spectre autistique. Et on voit vraiment de la représentation, on voit de la communication, on voit des émotions qui explosent, on voit des conflits, on voit des personnages forts avec beaucoup de caractère et ça fait du bien. Une femme de caractère, deux personnages qui se découvrent dans l'amour, dans leurs différences, mais aussi dans ce qui les rassemble et ça c'est vraiment très très beau. Ensuite, on a un calendrier de l'Avent qui s'appelle Cozy Love et Christmas Crime.
Je le mets ici parce que la personnage principale a des relations sexuelles sans lendemain et je trouve que c'est très très rare dans les romances ou dans le young adulte d'avoir des relations sexuelles sans lendemain, alors que ça arrive et que c'est une partie de la sexualité pour certaines personnes aussi, et on voit qu'elle ne culpabilise pas après. Et je trouve que ça fait du bien parce que ça arrive dans certaines romances qu'il y ait des relations sexuelles sans lendemain, mais après directement ils regrettent. Et je me dis mais tu peux juste aimer. Tu peux juste aimer le sexe et t'en ficher de la vie des autres en fait. Et dans cette romance, on a une personnage qui est forte de caractère, qui aime le sexe, qui n'a pas peur de le montrer, qui n'a pas peur de montrer qu'elle aime les relations sans lendemain, mais qui aime aussi l'amour avec un grand A et que c'est une hopeless romantic. Et enfin, je mettrai Book Lovers, qui n'a pas encore été traduit en français, mais je le mets parce que le personnage est petit. Enfin, le personnage fait, je crois, la même taille que la protagoniste, et c'est un détail que j'avais trouvé très mignon et très important à mettre dans une romance. En fait, j'ai trouvé ça vraiment touchant de la part de l'autrice. Après, Emily Henry écrit vraiment de très bonnes romances, que ce soit sur la santé mentale dans Happy Place, que ce soit sur les problèmes familiaux dans Un roman d'été, et ici dans Book Lovers, même si c'est un enemies to lovers vraiment très très classique, avec des personnages très stéréotypés. Néanmoins, la personnage principale est vraiment une femme forte, une femme qui aime son travail et qui vit à travers son travail. Et ça aussi, c'est très rare de voir une femme qui a une carrière. Et je trouve que dans ce livre, il le montre vraiment très très bien. Et le fait que le personnage principal masculin soit de taille moyenne et ne soit pas un absolu géant qui fasse 3,40 m, qui fait 400 têtes de plus que la protagoniste, j'ai trouvé ça très intéressant comme détail et j'ai trouvé que c'était de la bonne représentation masculine. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Elle était assez longue, je vais essayer de la raccourcir le plus possible parce que j'ai pas envie que ce soit non plus un documentaire de 1h30, mais j'ai beaucoup aimé écrire et tourner cette vidéo. Ça m'a fait beaucoup de bien de refaire une petite analyse, de donner mon avis sur un sujet que personne ne m'a demandé, mais j'aime beaucoup ça et j'espère que ça vous aura plu également. Je vous mets ici mon Instagram, où je publie énormément de contenu en rapport avec les livres, et mon Spotify où je parle de contenus qui ont tout sauf rapport avec les livres. Et moi, je vous dis à une prochaine fois. Bye!